Salut, c'est l'été, vous allez voir, il fait très beau. On va parler de l'épisode 10 qui va parler bien sûr de prévention sanitaire, mais bien sûr on parlera pas de Covid, on parlera de l'utilisation du préservatif à la PrEP. Allez, rentrons parce que c'est un temps de merde. Le sida se transmet par le sperme et par le sang, la prévention se transmet par la bouche, les oreilles et les yeux, et la solidarité se transmet par le cœur. Ça vient de Philippe Géluc en 2006. Dans ces milieux kinky, et surtout par la nature de ce qu'on fait dans ces milieux, on a un risque accru de contracter des infections sexuellement transmissibles, ce qu'on appelle aussi des IST, et le VIH. Ça, c'est par rapport, bien sûr, à une relation avec un partenaire ou une partenaire unique. Voilà la différence qu'il y a. Bien sûr, si la majorité des libertins et des libertines et des personnes qui pratiquent le BDSM, elles sont plutôt responsables en termes de prévention sanitaire, bah, c'est pas le cas pour tout le monde. Pour ceux qui n'ont par exemple pas l'école ou qui ne savent pas ce que c'est que l'esprit libertin par exemple. La vigilance donc s'impose pour éviter de se retrouver devant de fâcheuses surprises. Toutes les pratiques impliquant un partage ou un contact avec des muqueuses sont à risque. Mais selon ce que vous faites, le risque n'est pas forcément le même. Et puis il faut aussi prendre en compte que le nombre de cas réels d'IST, donc d'infections sexuellement transmissibles et de VIH, il est probablement sous-estimé parce qu'il y a de nombreuses personnes qui ne se font pas tester ou tout simplement ne déclarent pas ces informations-là puisqu'il y a un grand nombre d'IST qui sont asymptomatiques. Ça veut dire qu'ils n'ont aucun symptôme. Le dépistage ainsi que la vaccination, c'est donc primordial pour se protéger vous, mais aussi protéger les autres. On va donc poser des mots sur ce qu'on trouve le plus souvent en risque accru dans le libertinage, mais aussi lors de la sexualité de groupe, les IST. Parmi les plus courantes, on va trouver la chlamydia, qui est une infection donc bactérienne et qui est à 70% des cas asymptomatique. C'est donc important de le dire. Ça peut aussi causer donc des complications graves si elle n'est aussi pas traitée à temps. Vous avez sa petite sœur, la gonorrhée, qui est aussi une infection bactérienne, qui se manifeste cette fois-ci par des symptômes qui sont donc urinaires et génitaux. Vous avez aussi, cette fois-ci, dans le terme virus, les herpès génitaux. Donc ça, c'est un virus qui s'installe dans l'organisme. Donc tout d'abord asymptomatique parce qu'il reste inactif, inerte, et après, quand il se manifeste, eh ben, il fait des petits poussées de petites cloques, par exemple. Vous avez aussi donc la syphilis, qui est donc une infection bactérienne et qui existe encore. N'oubliez pas, elle existe encore la syphilis, et qui peut donc causer des infections et des stades graves si elle n'est pas aussi traitée à temps. Vous avez l'hépatite B, qui est donc une maladie du foie, qui est aussi causée par un virus, et on peut aussi parler des petites variantes avec l'hépatite C et l'hépatite A. Dans ces deux cas, vous avez un facteur complémentaire, il faut qu'il y ait du sang, donc par exemple la présence de règles ou une hygiène douteuse. Vous avez donc le HPV, qui est aussi donc le papillomavirus humain, qui fait donc des condylomes, donc des petites poussées de petits boutons, et qui peut donc faire des cancers de la larynx, ainsi que tout ce qui est cancer de la bouche. Et vous avez bien sûr le plus connu, le VIH, qui est donc une infection faite par un virus qui détruit votre système immunitaire. Vous avez dû remarquer, j'ai parlé pas mal de fois donc de asymptomatique, donc si ça se trouve, vous de votre côté, vous avez peut-être déjà chopé cette saloperie, mais vous ne le savez pas, alors faites-vous dépister. Il y a environ 280 000 personnes en France qui vivent avec une hépatite B chronique et chaque année, près de 1500 décès sont causés par cette maladie selon Vaccination Info Service. Donc, si t'as moins de 15 ans ou si t'as jamais été vacciné, fais-toi vacciner au plus vite. Pour vous donner d'ailleurs une petite idée, selon Santé publique France, vous aviez 740 000 personnes en 2020 qui avaient eu donc une nouvelle infection sexuellement transmissible curable. Quand je parle de curable, c'est chlamydia, gonorrhée, syphilis. A contrario, le nombre de nouvelles infections VIH en France, il a diminué de 30% entre 2010 et 2018, mais il reste stable pour des personnes qui ont des rapports sexuels entre hommes. Par contre, à contrario, en France, vous avez un nombre de cas de syphilis qui a bondi de 70% entre 2010 et 2018.
c'est là qu'il faut vraiment se dépister, comme vous avez pu le remarquer selon les études. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas rare d'ailleurs de voir certaines annonces, d'ailleurs lors de soirées privées, de libertins et de libertines, qui mentionnent la nécessité absolue d'avoir un dépistage récent, donc en général de moins de 3 mois, ou des fois 2-3 jours avant, et ils ont raison, faites-le souvent. Pourquoi ? Parce que le stade précoce des IST permet déjà de faciliter le traitement, très clairement, et de réduire le risque de transmission à d'autres personnes, et donc d'autres partenaires, et ça fait un souci en moins pour eux. Il y a aussi le fait que le VIH et certaines infections sexuellement transmissibles prennent beaucoup de temps à être décelées, et des fois jusqu'à 3 mois. Donc faites-le souvent. Oui, parce qu'il n'y a pas que la capote dans la vie, il y a aussi d'autres choses. Lorsque vous pratiquez, vous avez plus ou moins de risques de choper des IST ou le VIH. Ça, je vous en parlais au début de la vidéo. Vous avez par exemple le rapport oral qui est la pratique la plus faible en termes de risque de transmission d'IST et de VIH. Toute proportion gardée. Je vous explique pourquoi. Le VIH, selon une étude, on l'a estimé à une transmission quasi nulle, donc 0,1 par rapport à un rapport sexuel vaginal. Cependant, lorsque on parle d'IST, cette fois-ci l'OMS, donc l'Organisme Mondial de la Santé, a dit plutôt qu'on était entre 5 et 20% de chances de contracter donc du coup une IST. Vous avez aussi par exemple la pratique de sextoy et le partage de sextoy qui est risqué parce qu'il y a des fuites corporelles, et selon une étude donc, de 2017 et française, 4,2% des sextoys, donc des utilisateurs sextoy qui étaient partagés, ont été diagnostiqués avec une IST durant cette année écoulée. Et à contrario, la pénétration anale est la pratique la plus à risque de transmission d'IST et de VIH, et surtout sans protection. Sur un risque faible, comme la fellation ou le cunnilingus, la plupart des libertines et des libertins le font sans protection. Mais si vous n'êtes pas à l'aise à ça, eh ben dites-le, et ça c'est pas une gêne. Vous pouvez tout simplement dire que vous souhaitez utiliser plutôt un préservatif ou une digue dentaire selon ce que vous faites. En revenant de Nantes, de Nantes à Monticule, la digue, de Nantes à Monticule, la digue. Une digue dentaire, c'est un petit drap en plastique utilisé par les dentistes pour les soins dentaires, mais que tu peux aussi placer au niveau de la zone génitale ou anale de ton partenaire avant de pratiquer des activités bucco-génitales comme le cunnilingus ou l'annulagus. Cela crée une barrière protectrice qui empêche le contact direct entre ta bouche et les fluides corporels de ton ou ta partenaire. Après, pour ceux et celles qui n'ont pas de digue dentaire sous la main, ce qui peut être tout à fait logique et compréhensible, ce que je vous propose, c'est une petite astuce avec ceci. Vous ouvrez tout simplement donc la capote, vous la déroulez donc gentiment, bien sûr, dans le bon sens, hein, c'est important. Comme ceci. More moments later. Montage. Vous prenez, bien sûr, après, des ciseaux. Vous mettez tout cela jusqu'au bout. Et vous coupez gentiment, bien sûr. Ça demande un peu de technique, hein, on va pas se le cacher. Et après, ça vous fait une très belle digue dentaire. Bien sûr, vous trompez pas de sens, hein. Vous le sentirez de toute façon. Et prenez une capote, qui n'est pas périmée aussi. Après petite subtilité, si vous proposez de terminer, vous augmentez bien sûr le risque d'avoir plus de contamination de IST ou de VIH, parce que le sperme ou le liquide préséminal entrera en contact avec la bouche. Sur des risques qui sont donc plutôt moyens élevés, donc en l'occurrence une pénétration. La capote, elle est obligatoire, et surtout avec du lubrifiant pour éviter les risques de friction et de déchirure de la capote. Cependant, on remarque aussi qu'il y a une autre règle chez certains libertins et libertines pour éviter le préservatif. Ouais, t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi, tu vas être bien avec moi. La PrEP, c'est bien le comprimé qui protège du VIH. Ouais, c'est ça, meuf.
Lorsque vous avez l'habitude de coquiner avec des personnes de confiance, un couple de confiance, ou en tout cas une amitié coquine, et vous souhaitez ne prendre aucun risque, donc en l'occurrence vous avez déjà fait un test d'IST, donc une sérologie, mais vous savez pas si effectivement le VIH est arrivé ou pas chez votre partenaire vos autres partenaires, et ben vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la PrEP, donc la prophylaxie pré-exposition. Ce sont donc des petites pilules donc comme celle-ci, donc vous en prenez selon le schéma continu ou discontinu, ça j'en parlerai juste après, donc 2 ou chaque jour, pour éviter donc d'avoir le VIH, et ça réduit considérablement cela. C'est une mesure complémentaire et pas une protection. Donc dans le cas où vous souhaitez effectivement ne pas avoir de risque au niveau du VIH, vous prenez à la fois la PrEP et un test de VIH, ou soit vous prenez à la fois des capotes, ouais grosse soirée hein, on est d'accord, et en même temps la PrEP. La PrEP, on peut la faire de différentes façons, et de la prendre surtout de différentes façons, soit de façon continue ou de façon discontinue. Dans tous les cas, il va falloir que tu ailles voir tout simplement ton médecin pour demander une ordonnance pour faire la sérologie, encore une fois, donc un test de dépistage au niveau des IST et du VIH, et surtout on va vérifier en plus de cela si tu as un taux de créatine suffisant. C'est ce qui permet de savoir si tu peux éliminer, ou si en tout cas ton corps peut éliminer facilement la PrEP une fois que tu l'as prise. Une fois que tu l'as prise, et une fois que tu as eu ce traitement de la PrEP, on vérifiera une seconde fois un mois après si ton corps est toujours apte à préparer effectivement cette suppression de cette PrEP. Et encore une fois, ça c'est dans tous les cas, si tu prends la PrEP, tu devras faire un dépistage tous les 3 mois pour vérifier si bien sûr tu as l'absence de VIH, parce que c'est pas compatible avec la PrEP, et surtout si tes constantes sont bonnes au niveau, encore une fois, donc de la suppression de cette PrEP dans ton corps. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas forcément égaux en termes de prise de la PrEP. Il faut savoir que lorsque tu es un homme cisgenre, donc en l'occurrence que tu es homme et que tu es tout simplement donc que tu te ressens en tant que homme, tu peux prendre de façon régulière ou de façon occasionnelle, donc continue ou discontinue, la PrEP. Cependant, pour les personnes qui sont transgenres ou encore des personnes qui sont donc de sexe féminin, vous devrez absolument la prendre de façon continue. Pour quelle raison? Il n'y a actuellement aucune étude qui permet de savoir pour les femmes et les personnes transgenres si la PrEP est suffisante pour se protéger de façon complète. Donc là, vous êtes obligé de la prendre de façon continue chaque jour. Pour la prise de la PrEP, il y a différentes façons, comme je disais, donc continue ou discontinue. La façon continue, c'est très simple, c'est un comprimé par jour jusqu'à vita aeternam, ou en tout cas jusqu'à ce que tu arrêtes la PrEP. Concernant le schéma discontinu, il y aura tout simplement donc 2 shots, donc 2 comprimés de PrEP à prendre avant le rapport sexuel, et le plus souvent au moins 2 heures avant, ça peut aller jusqu'à 24 heures, mais il est préférable de le faire 2 heures avant. Une fois que le rapport sexuel sera terminé, tu devras prendre une autre pilule de PrEP le jour d'après, et le jour suivant, encore une fois, une autre pilule de PrEP, ce qui en fait 4 au global sur les 3 jours que tu feras. Si jamais tu as un doute sur la protection, pas de panique. Il y a un traitement après exposition. C'est un médicament que tu dois prendre dans les heures qui suivent le risque et pendant 1 mois, et ça réduit les chances de développer le VIH. Au moindre soupçon, prenez le traitement post-exposition et n'attendez pas que votre test VIH soit positif. La séroconversion se fait entre 21 et 60 jours comme je vous l'ai dit dans la vidéo, et lorsque ce test sera positif, il sera donc trop tard pour prendre ce traitement. La sécurité sociale prend entièrement en charge le médicament, vous n'avez donc rien à payer à la pharmacie. Cependant, vous pouvez avoir des frais sur tout ce qui est examen et consultation. Si vous avez donc des difficultés à payer ou vous n'avez pas de mutuelle, allez au CEGID, le centre gratuit d'information de dépistage et de diagnostic, anciennement le planning familial, c'est gratuit. Alors pour ceux et celles qui ont pu remarquer, je parle de VIH mais pas de SIDA. Eh ben, on va faire une petite parenthèse pour voir et surtout montrer quelle différence il y a entre le VIH et le SIDA. Dans la première phase, on a une infection donc initiale. Vous chopez le virus, il arrive dans votre corps et il commence à attaquer donc les cellules qui combattent les maladies. En gros, c'est les lymphocytes T, les globules blancs ou encore, pour être plus précis, les CD4+. Oui, je dis pas ça au hasard, hein, c'est vraiment le nom. Hein.
C'est à ce moment que ton système immunitaire, ton arme de défense, il s'en rend compte et il va faire le nécessaire pour détruire ce VIH. Mais le VIH, il est plutôt malin, c'est un rétrovirus, ça veut dire qu'il s'incruste dans tes propres cellules et il s'y cache à l'intérieur. Ce qui veut dire que tes anticorps, les soldats qui sont un peu spéciaux pour détruire ce VIH, ils peuvent pas le faire correctement. Et donc ce VIH, il va continuer à se développer malgré que ton système immunitaire fasse tout pour le ralentir. Et une fois que cette phase aiguë est passée, vous avez la phase latente. Donc la personne peut se sentir bien pendant pas mal de temps, mais le virus est toujours là et son système immunitaire continue à être affaibli. Et dernièrement, vous avez la progression donc vers SIDA, donc sans traitement. Le virus, il progresse encore plus fort pour effectivement que votre corps soit encore plus faible aux infections et certains cancers. Donc dès lors que vous chopez n'importe quoi comme saloperie, une angine ou autre chose, vous êtes très fatigué et vous en mourrez si effectivement vous avez une infection qui est trop forte. C'est ce qu'on appelle donc le SIDA. Pour les personnes infectées, sachez que vous pouvez vivre longtemps et en bonne santé. C'est pour ça qu'il faut faire attention et qu'il faut se tester très régulièrement et suivre un traitement donc si nécessaire, comme on en avait effectivement donc dans quelques instants, on va en parler. Et pour ceux et celles qui ont une personne, un partenaire qui a le sida, la PrEP reste encore une fois la meilleure solution pour se protéger vous et surtout se dire que le sida n'est pas une fatalité. On utilise habituellement un combo de 3 à 4 médicaments antirétroviraux, c'est ce qu'on appelle de la multithérapie ou encore de la trithérapie si on utilise par exemple 3 médicaments en même temps. Très souvent ce sont des inhibiteurs qui permettent de bloquer l'intégration du VIH dans l'ADN ou de pénétrer dans les cellules. Plus tôt on commence, mieux c'est, peu importe le nombre de globules blancs. Mais si on commence tard et quand le système immunitaire est déjà affaibli, ça devient plus compliqué de le restaurer et on a encore plus de chances de tomber malade de plus en plus souvent. Le traitement est bien sûr adapté en fonction de la personne et peut varier en fonction de la situation, par exemple pour les femmes enceintes, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un traitement à vie, sans interruption et avec des contrôles réguliers. En résumé, toute personne vivant avec le VIH n'a pas le sida. Et le VIH évolue vers le sida si ce n'est pas traité par des traitements antirétroviraux qu'on appelle aussi les ARV. J'espère que cette vidéo donc vous aura plu et qu'elle vous aura apporté quelques petites choses utiles pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Bien sûr, partagez la vidéo pour qu'on puisse être encore plus nombreux à la regarder. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Le mois prochain, on répondra à vos questions, que ce soit moi ou ma femme, sur le milieu donc libertin ou encore BDSM et sur les identités de genre ou les questions que vous posez sur la sexualité. Pour participer, très simplement, allez sur TikTok, Instagram ou encore YouTube pour poser ces questions ou utiliser donc l'email que vous avez juste ici, émission.libre@gmail.com pour tout simplement poser des questions de façon anonyme. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve dans un mois pour une nouvelle aventure. Ciao!